et présider ce premier thème, thème 1 intitulé Uniformisation et internationalisation des règles applicables à l'activité des entreprises. Le thème durera de 10h15 à 11h. Les sous-thèmes seront les suivants. Première partie, uniformisation du droit des affaires, dont votre modeste serviteur, Amadou Assar, en sera le modérateur. Le deuxième thème sera l'OHADA et les autres législations communautaires, UEMOA, CEMAC, CEDEAO, CIMA, OAPI, CIPRES, présenté par Mamadou Konaté. Le premier sera présenté par M. Ferdinand Anaou. Le troisième thème sera présenté par M. Alain Farlo, maître, droit communautaire OHADA et droit international vers plus de cohérence. Comme le veut le protocole, chacun des intervenants va se présenter. Je vous remets la parole à M. les intervenants. Je suis Ferdinand Ao, assistant technique, conseiller du secrétaire permanent de l'OHADA. Oui, bonjour. Alain Fénéon, avocat au barreau de Paris et donc membre de l'OHADA Canal Historique, cofondateur notamment de l'UNIDAS. Je suis Mamadou Ismaïla Konaté. Je suis originaire du Mali, inscrit au barreau du Mali également. Je suis avocat et exerce au sein d'un cabinet qui s'appelle Johnny Fils Consult. La plaquette de présentation de mon excellent confrère Alain Fénéon est venue un peu tardivement. Je crois qu'il n'a pas dit tout ce qu'il devait dire pour compléter sa présentation. Il est aussi le directeur de la publication de la revue Penin, que vous verrez à la sortie justement de cette... Voilà. Merci. Sans plus tarder, je donne la parole à Maître Ferdinand Anaou. Je vous remercie. Avec votre permission, je commencerai par vous présenter toutes les excuses de M. Boutoura Takba, le secrétaire permanent de l'OHADA. Il aurait aimé participer en personne à ces travaux, mais il en a été empêché parce qu'il répond en ce moment à une autre obligation aux côtés des ministres des Finances de l'UEMOA à Bamako. Il m'a donc demandé de venir vous présenter de sa part ses plus sincères excuses et vous dire aussi combien il est consolé de savoir et rassuré de savoir que l'OHADA est tout de même représenté par une de ses plus hautes personnalités, le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Mon propos va porter sur l'OHADA et les autres législations communautaires. UEMOA, CEMAC, CEDEAO, CIMA, OAPI, CIPRES, etc. Nous savons tous combien la vague des indépendances a constitué un changement majeur dans l'histoire de l'Afrique. Elle a été suivie de près d'une extraordinaire prolifération d'organisations régionales et qui semble traduire, elle aussi, une autre mutation dont l'ampleur peut se mesurer au foisonnement de normes et d'ordres juridiques en vigueur dans les États africains. Dans nos pays, s'ajoute à la propre production des États et aux normes mondiales de très nombreuses normes régionales
qui conduisent à créer un contexte d'abondance et de complexité juridique sans précédent. Dans ces conditions, le plus préoccupant pour les juristes n'est pas tant la profusion de règles d'origine diverses que l'autonomie juridique et l'interactivité réelle des systèmes qui les produisent. En effet, si abondance est synonyme de richesse, celle de règles et de juridictions indépendantes, mais opérant dans des domaines qui se confondent ou se recoupent, est inévitablement chargée de risques de conflit. Or, on sait que, après avoir posé le principe de supranationalité du droit OHADA sur le droit interne, le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique a délibérément ou non omis de définir le régime de la coexistence entre l'ordre juridique qu'il établit et ceux des autres organisations régionales préexistantes ou à venir. La problématique des rapports entre l'OHADA et les autres législations communautaires africaines est d'autant consubstantielle du traité lui-même. Le champ de risque de conflit résultant du silence du traité OHADA et des autres traités est un terrain d'exercice pour les praticiens et pour les chercheurs. Mais les organisations concernées, c'est-à-dire l'OHADA et les autres, explorent de leur côté, en concertation, les moyens de prévenir ou de réduire les conflits. J'aimerais donc aborder tout d'abord ce terrain semé de risques entre l'OHADA et les autres organisations. On reconnaît généralement le particularisme de l'OHADA, ce qui, à première vue, pourrait donner à croire que cette organisation a vocation à fonctionner sans risque de concurrence avec d'autres dans son champ d'action. On admet en effet, et à juste titre, que l'OHADA est une organisation à part, en raison de l'originalité de son mode opératoire qui est d'établir une unification progressive des législations à l'échelle du continent en matière d'activité économique. Alors que les autres organisations africaines se consacrent généralement à la recherche et à la réalisation de convergences politiques sectorielles, l'OHADA a pour mission première de secréter le droit, d'appliquer une démarche unificatrice de la règle de droit dans le but de créer une communauté par le droit en utilisant exclusivement le droit. Résumant l'accent mis sur la primauté ainsi donnée au droit, feu le juge Keba Mbaye affirmait que l'OHADA est un outil juridique imaginé et réalisé par l'Afrique pour servir l'intégration économique et la croissance. Autrement dit, l'OHADA est l'organisation qui a franchi de débats politiques tendant à la convergence des politiques sectorielles, s'attache immédiatement au perfectionnement technique de la règle de droit pour favoriser la croissance économique. Il s'agit tout de même d'une organisation à part entière, c'est-à-dire que comme toutes les autres, elle a son système institutionnel et elle a le statut particulier de ses propres règles. Elle a d'abord en commun avec elle d'être, bien entendu, une organisation internationale. Outre ce statut, elle contribue elle aussi à l'intégration. Seulement, elle n'y contribue pas directement et à titre principal. Elle y contribue par l'intermédiaire des règles qu'elle produit. Le traité OHADA a énoncé une définition ouverte du droit des affaires qui habilite cette organisation à étendre son domaine de compétences matérielles au risque d'empiéter sur le champ d'action d'autres organisations. Après une énumération initiale de la composition du droit des affaires,
l'article 2 dispose que le Conseil des ministres peut ajouter toute autre matière pourvu qu'elle soit conforme à l'objet du traité. C'est ainsi, en toute légalité, que le Conseil des ministres, réuni à Bangui les 22 et 23 mars 2001, a décidé d'inclure 7 nouvelles matières dans le programme d'harmonisation. Le droit de la concurrence, le droit bancaire, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés civiles, le droit des sociétés coopératives et mutualistes, le droit des contrats et le droit de la preuve. L'OADA est fatalement conduite à entrer en compétition avec d'autres organisations à compétences larges, telles que l'UEMOA et la CEMAC, ou spécifiques, telles que l'OAPI, la CIPRES, la CIMAC, dès lors que ces dernières, pour les besoins de la construction d'un espace économique intégré, produisent comme elles aussi des règles juridiques à effet direct dans les mêmes matières. Ce sont ainsi des matières à risque où l'OADA peut entrer en conflit avec les autres organisations en l'absence de dispositions préventives dans les traités concernés, notamment le droit bancaire, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence, etc. La conscience partagée des risques liés au chevauchement de leur domaine de compétences est à l'origine de concertations et de diverses approches initiées par les autres organisations et l'OADA en vue d'une gestion en coopération de l'exercice de leurs attributions respectives. En matière, s'agissant des approches et des concertations entre organisations voisines, certaines organisations, attirées probablement par la commodité et la pertinence de la structure de l'OADA, ont proposé un partenariat avec elle. Leur motivation semble relever moins de la crainte et efficace. Quelles sont les propositions de partenariat enregistrées? En matière de droit des assurances, le Conseil des ministres de l'OADA avait examiné lors de sa réunion des 11 et 12 mars 1999 à Ouagadougou le souhait des ministres des Finances de la zone franc de voir s'établir une relation de coopération avec la CIMA. Le Conseil avait approuvé la proposition dans son principe, mais elle avait donné une réponse finalement contrastée quant aux différents aspects d'une telle coopération. Le Conseil des ministres de l'OADA avait donné son accord pour une coopération effective en ce qui concerne l'échange de documentation entre les deux organisations, le partenariat entre son école et l'Institut international des assurances. En revanche, le Conseil des ministres de l'OADA avait rejeté l'extension du champ de compétences de la Cour commune de justice et d'arbitrage au contentieux des assurances. Les justifications du refus d'étendre la compétence juridictionnelle de l'OADA ne sont pas rapportées dans les documents disponibles sur le débat. Mais les réserves du Conseil des ministres pourraient avoir été motivées par diverses considérations, notamment le souci de respecter le traité OADA et le traité instituant la CIMA, qui ne prévoit pas expressément une telle extension. Les circonstances caractérisées par le peu d'expérience acquise alors par la CCJA dans son propre domaine matériel. Les premiers actes uniformes n'étaient entrés en vigueur que depuis 1 an, ainsi que la crainte d'un débordement rapide de la juridiction par un contentieux massif. En matière de droit des sociétés coopératives, l'Institut panafricain d'études économiques coopératives avait demandé à l'OADA d'adopter un acte uniforme sur les sociétés coopératives. Le Conseil des ministres avait d'abord préféré se donner le temps de la réflexion sur cette matière qui ne figurait pas encore au nombre des composantes du droit des affaires au sens du traité. Mais ensuite, en 2001, il avait décidé d'inscrire le droit des sociétés coopératives au programme d'harmonisation. Les travaux préparatoires, assurés en étroite coopération avec les différentes autres organisations régionales, principalement la BCAO et la DEAC, ont abouti à un projet d'acte uniforme
qui sera adopté sans doute cette année. Corrélativement, tout différent soulevant des questions relatives à l'application de cet acte uniforme relèverait alors en cassation exclusivement de la compétence de la CCJA et de l'OHADA. L'exemplarité de ce résultat, unifiant le droit coopératif et assurant la prévention des conflits de normes en amont ou de juridiction en aval, peut être soulignée. Elle semble toutefois trouver une limite en ce qu'il s'agit d'une expérience ponctuelle qui n'instaure aucun mécanisme de coopération permanent. Tout autre est la solution appliquée avec l'UEMOA à travers le maintien de deux législations, il est vrai, concordantes, mais parallèles dans le domaine des comptabilités des entreprises. Une expérience inédite est en cours dans ce domaine entre l'OHADA et l'UEMOA qui légifèrent parallèlement. L'UEMOA a élaboré et mis en vigueur à partir du 1er janvier 1998 un système comptable applicable dans ses 8 États membres qui appartiennent également à l'OHADA. C'est le système comptable africain dit SISCOA. Par son acte uniforme du 24 mars 2000, l'OHADA, à son tour, a établi son système comptable applicable non seulement dans l'ensemble des États de ses États membres, non seulement dans l'ensemble des États appartenant à l'UEMOA, mais également aux États de l'OHADA qui appartiennent à la zone de l'Afrique centrale. Comparés l'un à l'autre, les deux systèmes comptables sont au fond techniquement identiques de l'avis des comptables. Cependant, le Conseil des ministres de l'UEMOA a décidé, lors de sa réunion du 20 septembre 2001 à Dakar, de maintenir en vigueur son système en l'adaptant tout simplement, en se contentant de l'adapter aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA. Il y a donc une identité, mais cette identité technique des deux systèmes comptables ne garantit pas pour l'avenir qu'il n'y aura pas de conflit en cas de contentieux. Chacune des deux organisations pouvant à tout moment faire évoluer ses règles en toute autonomie, sans concertation avec l'autre. De plus, les deux systèmes demeurent soumis à des régimes juridiques différents. Les entreprises établies dans l'Ouest africain, de ce fait, ont le choix entre l'application du système de l'UEMOA et l'application du système de l'OHADA. Cette faculté est le siège d'un gros risque qui demeure entier malgré l'identité quasi parfaite du point de vue technique des deux systèmes comptables. On trouve donc là les limites d'une approche de bonne entente, d'une concertation qui, dans la mesure où elle ne débouche pas sur une unification du statut des règles applicables. Il y a une autre catégorie de recherche de solutions qui consiste dans la concertation entre les organisations voisines dans l'exercice de leurs compétences. L'inscription de certaines matières au programme d'harmonisation de l'OHADA par le Conseil des ministres lors de sa réunion les 22 et 23 mars 2001 à Bangui, avait pour conséquence de mettre l'OHADA en concurrence directe avec d'autres organisations dans les mêmes matières. Les deux banques centrales, BCAO et BEAC, avaient alors demandé à l'OHADA de reconnaître expressément leur spécificité et l'autonomie de leurs normes et réglementations. En réponse,
Le Conseil des ministres de l'OADA avait prescrit la poursuite des concertations et des échanges d'informations entre l'OADA et les banques centrales régionales d'Afrique centrale et de l'Ouest, ainsi qu'avec d'autres organisations sous-régionales, afin de prévenir les conflits ou concurrences de normes dans l'espace OADA. Le Conseil, de cette manière, avait écarté la demande des deux banques centrales. En fait, la concertation est une pratique observée depuis l'origine par le secrétariat permanent de l'OADA, qui invite systématiquement les principales organisations voisines aux travaux préparatoires des actes d'uniforme. Plus formellement, un accord entre l'OADA et la CEMAC, signé en 2001, vise à promouvoir la concertation entre les deux organisations dans le but de prévenir les risques de conflit. Dans cette optique, et conformément aux instructions du Conseil des ministres, le dialogue entretenu par ces organisations régionales entre elles se développe et s'organise progressivement. Certaines institutions, telles la Commission bancaire pour l'Afrique centrale, consultent systématiquement l'OADA sur leurs principaux projets de texte. Le secrétariat permanent entend rester fidèle à son usage en invitant systématiquement les autres organisations aux travaux préparatoires de ces actes uniformes. À l'issue d'une réunion de large concertation qui s'est tenue à Yaoundé les 16 et 17 novembre de l'année dernière, les organisations régionales ont affirmé leur engagement à poursuivre et systématiser la collaboration et la communication. Ils sont convenus du principe de l'institution dans les meilleurs délais d'un cadre de concertation permanent limité aux organes de supervision et de régulation du secteur bancaire et financier. À ces faits, la démonstration de la volonté de rechercher des palliatifs aux risques juridiques inhérents à l'absence d'articulation des ordres régionaux est sans doute établie. Elle témoigne de la sagesse partagée des responsables des organisations concernées qui s'accordent pour privilégier une gouvernance responsable de leurs missions respectives. Il reste que pour l'heure, les efforts consentis n'ont pas conduit à l'adoption d'une solution juridique permettant de prémunir les justiciables, les institutions communes et les États des effets pervers des conflits potentiels de normes et de juridiction. Dans ces conditions, quelques pistes livrées à la réflexion par Georges Tati gardent tout leur intérêt en l'absence d'un ordre juridique fédéral. M. Tati propose un agencement des compétences juridictionnelles, une harmonisation des politiques normatives régionales, la mise en place de mécanismes de blocage qui empêcheraient plusieurs juridictions de connaître d'une même affaire, la création d'un juge de paix, le dialogue des juges, etc. Il y a matière à recherche. Pour ainsi dire, il n'y a pas encore de solution formelle, solidement établie pour prévenir les conflits. Je vous remercie. Dans laquelle je me trouve ce matin en prenant la parole, parce que je me rends compte que le secrétaire permanent de l'OADA, qui devrait faire la première présentation, devrait porter surtout sur l'uniformisation de l'encadrement juridique de l'activité des entreprises dans l'espace OADA, acquis et perspective. Je me rends compte en l'écoutant que Fernand Oyo est en plein dans mon sujet, et je me pose la question de savoir exactement ce que je vais pouvoir dire en prenant la parole après lui. Considérez simplement que j'ai fait la présentation maquette et qu'il a fait la présentation théorique, ce qui n'est pas très évident parce que je cours le risque justement de faire beaucoup de Reddit après tout ce qu'il a dit, que je partage amplement. Je vais essayer de faire plutôt une application pratique de tout ce qui a été dit tout à l'heure. Il vous l'a indiqué, les années des indépendances ont été aussi des années durant lesquelles nos États se sont évertués justement à rentrer dans un processus de production de normes communautaires, tant au plan législatif et dans divers domaines et dans divers secteurs. C'est le cas notamment dans le cadre de l'OAPI qui s'occupe essentiellement de propriété intellectuelle. C'est aussi le cas de la CIMA dans le domaine des assurances et c'est aussi le cas de la CIPES en matière de sécurité sociale.
Je vais assez vite pour parler donc de l'harmonisation de ces législations qui ont un caractère général et le fait de rentrer dans un processus de production assez massif de normes communautaires n'est pas sans incidence justement sur la sécurité juridique au sein de nos communautés. Voyez-vous, la CEDEAO, l'UEMOA, l'OHADA et la CEMAC sont des institutions qui rentrent tous dans ce champ d'activité de production législative communautaire assez forte. J'aurais tenté, si jamais la présentation qui avait été faite tout à l'heure n'avait pas été faite, de vous parler justement de toute la problématique de la concurrence dans l'élaboration de ces normes d'une part, et aussi de toutes les difficultés que nous, professionnels du droit, juristes, avocats, magistrats, nous pouvons rencontrer dans le domaine de l'application de ces normes-là dans nos pays. Naturellement, tout ceci peut être source de conflits de compétences dans l'élaboration des normes. Ceci peut éventuellement être à l'origine de risques relativement importants, de chevauchement, d'enchevêtrement et d'interconnexion entre les différentes normes, que ce soit des normes qui soient issues de la communauté UEMOA ou de la CEDEAO ou dans le cadre de l'OAPI, dans le cadre de la CIMA, dans le cadre de l'OHADA et dans le cadre de la CIPRES. Alors, des conflits de compétences sans doute entre l'OHADA et les organisations à compétences sectorielles. La plupart de ces organisations ont une compétence sectorielle et relèvent essentiellement du domaine du droit des affaires, du domaine du droit économique de manière générale, de sorte que le risque de chevauchement avec l'OHADA, qui lui aussi intervient plus spécifiquement dans ce domaine-là, est réel. C'est le cas dans le domaine des assurances, qui fait partie, de notre point de vue, du droit des affaires en termes de matière. C'est aussi le cas dans le cadre de l'OAPI en ce qui concerne la propriété intellectuelle de manière générale. Alors, nous pouvons naturellement assister à deux types de conflits qui peuvent naître justement de ces chevauchements. Le conflit, il peut être positif. Chaque fois que, par exemple, il y a un chevauchement entre l'OHADA et la CIMA, je pense plus spécifiquement aux règles de procédure collective dans le cadre de la CIMA, qui peuvent être donc différentes des règles qui sont édictées dans le cadre de l'acte uniforme de l'OHADA, qui porte en charge la question de la procédure, des procédures collectives. Le conflit peut être négatif dans la production de normes, justement, plus spécifiquement dans le cadre de l'OAPI. Et vous savez aujourd'hui que la matière de la propriété intellectuelle est prise en charge dans le cadre de l'OAPI, qu'au-delà de la prise en charge de la réglementation spécifique dans ce domaine-là, il y a un domaine spécifique qui n'est pas pris en compte, c'est toute la question de la sûreté liée aux propriétés intellectuelles. Le conflit de compétences entre l'OHADA et les organisations à compétences élargies, je veux citer l'exemple de l'UEMOA, mais en citant l'exemple de l'UEMOA, je pense qu'on peut penser également à la CEMAC. Il faut savoir que l'OHADA et l'UEMOA visent des objectifs qui se recoupent dans plusieurs domaines. Par exemple, l'UEMOA aujourd'hui a pour objectif non seulement de réaliser l'union monétaire, mais également de parvenir à terme à l'établissement des marchés communs. Or, il va sans dire que le droit uniforme des affaires fait partie intégrante donc du droit économique de manière générale. Il y a donc un risque de débordement dans les activités normatives. Il y a un conflit de normes qui a été évité notamment sur le droit comptable, ce qui a amené donc dans le cadre du CISCOA et de l'OHADA à harmoniser donc toute une démarche pour avoir un plan comptable assez homogène à ce niveau-là. C'est l'une des premières fois où deux organisations internationales dans le domaine de l'élaboration et de la production de la législation se sont rapprochées pour de manière très très intelligente nous produire une norme communautaire qui prenne en compte dans le cadre de du CISCOA, dans le cadre de l'acte uniforme de droit comptable de manière générale. Il y a un certain nombre de solutions que l'on peut envisager justement pour prévenir ces conflits-là. C'est notamment anticiper et prévenir la concurrence dans la production des normes par la concertation, tel que je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a aussi toute la possibilité pour nous d'entreprendre des actions de coopération entre les différentes institutions communautaires, entre les différentes communautés qui participent dans le cadre de la production de la norme. Il y a aussi tout ce qui peut consister naturellement à prévoir un mécanisme général préventif
lorsqu'il y a lieu, et éventuellement un mécanisme pour trouver des solutions pour régler justement les situations de conflit qui peuvent être assez négatifs du point de vue de l'objectif poursuivi. Alors, le conflit, naturellement, naît chaque fois qu'il y a deux dispositions qui ont le même objet, qui sont donc contraires. Deux hypothèses essentiellement. Le conflit normatif dont il s'agit oppose naturellement souvent et très souvent le droit commun par rapport à un droit spécial, ou lorsqu'il oppose notamment deux législations de droit commun. Droit commun, droit spécial, chaque fois que le droit commun vient s'ajouter au droit spécial, il y a un risque potentiel de conflit qui peut naître naturellement au regard de la diversité, au regard de la dichotomie qui peut exister dans ce domaine spécifique. Dans un tel cas de figure, naturellement, les régimes spéciaux dérogent donc au droit commun, mais uniquement dans la limite étroite de ces régimes spéciaux qui ont un objet précis, à savoir aller dans le sens des dispositions dérogatoires qui sont considérées. La CCJA, par exemple, pour l'UOADA et la Cour de justice de l'Union pour l'UEMOA devraient faire donc triompher essentiellement la portée dérogatoire de la règle ou du régime spécial. Le conflit de normes peut concerner également deux législations de droit commun, à la différence donc de la règle de conflit qui permet, dans les limites fixées par le système de droit international privé du fort, de répartir l'application de la lex fori et de la loi étrangère. Aucun des ordres juridiques ne détient la clé de la répartition des compétences entre normes en concurrence. Il y a également le fait qu'aucun ordre juridique ne peut s'arroger le pouvoir de cette répartition. Et enfin, il ne revient pas fondamentalement à l'OADA, par exemple, dans le cas de la CCJA, de traiter ou d'interpréter, par exemple, une norme juridique qui est d'émanation de l'UEMOA, par exemple, ou encore de la CEDEAO, ce qui fait que le litige donné est porté à la connaissance de l'une ou de l'autre. Alors, de manière générale, le processus même d'extension du domaine des droits des affaires actuellement envisagé, pour couvrir sinon la totalité, ne serait-ce que en partie des règles juridiques applicables à l'entreprise et aux activités économiques, est essentiellement, de notre point de vue, assez porteuse d'accroissement des situations de concurrence entre les normes communes qui sont produites ou susceptibles d'être produites par l'OADA d'une part, et les normes communes ou communautaires qui sont produites ou susceptibles d'être produites par les autres organisations régionales. Si bien que, tout en restant dans son domaine de compétences, l'OADA peut se heurter donc à des limites externes résultant de l'existence par ailleurs non seulement d'organisations communautaires, mais de législations communautaires qui sont d'émanation. Le conflit des compétences et la question du contrôle de l'application des normes. Naturellement, la création des normes supranationales fait courir donc un risque évident de conflit de compétences au plan juridictionnel. Ce risque est assez aggravé justement par l'absence de lien organique entre les différentes juridictions suprêmes. Et quand je parle de juridictions suprêmes, c'est les juridictions qui sont au sommet des organisations communautaires que j'appelle juridictions suprêmes pour ne pas confondre avec les juridictions des cours suprêmes nationales. Donc ces juridictions suprêmes sont instituées à la tête des plus grandes organisations et cela fait courir donc un risque évident de conflit de compétences cette fois-ci, non pas du point de vue de la norme, mais du point de vue juridictionnel. Et en même temps, de ce point de vue, une des solutions préconisées, c'est naturellement de trouver le moyen d'insinuer, d'aller dans le sens de la coopération entre les juridictions communautaires, ce qui n'existe pas aujourd'hui, chacun se revendiquant indépendante, autonome et très souvent souveraine. Alors, le risque évident de compétences juridictionnelles existe. Je pense que les uns et les autres savent de quoi je parle. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Je ne sais pas de combien de temps je dispose encore. 2 minutes pour aller assez vite. Il faut savoir également qu'il n'existe aucune hiérarchie ni aucun lien organique entre les différentes cours. La Cour commune de justice et d'arbitrage dans le cadre de l'OADA, et la Cour de justice et les comptes de l'UEMOA et la Cour de justice de la CEDEAO sont des juridictions qui sont indépendantes les unes les autres, alors même qu'elles peuvent se trouver
à prendre en charge des questions qui peuvent relever de l'une ou de l'autre, ou de l'une et de l'autre en même temps. Voilà, l'absence de lien organique, assez vite justement un schéma pour le matérialiser, le spécifier. La situation d'horizontalité qui exclut donc toute possibilité de collaboration entre les cours, en tout cas du point de vue actuel. Et la Cour de justice de l'UEMOA d'ailleurs, qui en son temps avait été saisie dans le cadre d'un avis le 2 février 2000 à propos donc du projet de code communautaire d'investissement dans le cadre de l'UEMOA, avait eu à se prononcer indirectement sur la question en indiquant qu'il n'était pas de la compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage justement de se prononcer sur une norme qui était d'émanation de l'UEMOA à ce niveau-là. Quelques solutions avancées. Justement, l'idée c'est de réunir un peu toute la problématique de contentieux au niveau de la CCJA. C'est une démarche qui a été proposée par un certain nombre d'auteurs, sans compter qu'aujourd'hui,